Amis du Zapping 229, bonjour. Bienvenue dans cette capsule, n'est-ce pas, de votre plateforme préférée, le Zapping 229. 30 ans après l'historique conférence des forces vives de la nation, le Bénin se retrouve-t-il aujourd'hui à la croisée des chemins? Après les deux récentes consultations politiques qui ont fait l'objet de beaucoup de tensions dans le pays, les Béninois s'apprêtent pour une troisième consultation majeure, la présidentielle, une élection capitale au thème de laquelle ils devraient élire celui ou celle qui devra diriger le Bénin pour les 5 prochaines années. Seulement voilà, à l'approche de cette troisième consultation sous le régime de la rupture, encore une fois, la tension monte. La crise post-électorale des législatives de 2019 fut soldée par plusieurs morts. Faut-il craindre pour la présidentielle de 2021? Une présidentielle dont le processus est déjà lancé. Que faire pour une élection apaisée? C'est pour en parler que nous recevons pour cette capsule que nous allons vous proposer désormais en recevant ici sur notre plateforme des personnalités, des voix portantes de la diaspora. Pour cette première capsule, disais-je, nous recevons le professeur Désiré Baloubi, enseignant à Norfolk State University en Virginie, il est aux États-Unis. Il est le porte-voix du mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation. Bonjour, professeur Désiré Baloubi. Bonjour, Vital. Merci d'avoir accepté faire réaliser cette première capsule avec nous. Vous m'avez suivi en l'introduction. Depuis donc 2016, nous avons déjà connu 2 élections, 2 consultations politiques, l'élection législative, nous avons connu l'élection municipale. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à aller à une élection capitale, l'élection présidentielle. Et vous savez, généralement en Afrique, les élections sont toujours marquées par des tensions, des contestations. Il n'y a pas qu'en Afrique. D'ailleurs, aux États-Unis, nous avons malheureusement eu la chance de connaître cela récemment ici encore. Donc, ce n'est pas l'apanage seulement de l'Afrique. Mais c'est des tensions qu'on peut éviter, Et quels sont les mécanismes pour éviter ces tensions? Et quelles sont les précautions à prendre, n'est-ce pas, pour que ces tensions ne soient pas coûteuses en vie humaine? Donc, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, professeur Baloubi, si vous le permettez bien. D'abord, première question à vous. Est-ce qu'on se dirige vers une élection à risque chez nous au Bénin? Professeur Baloubi. Oui, je crois qu'on dit qu'il ne risque rien à rien. C'est toujours un risque que d'oser faire quelque chose, soit de la même manière, soit d'une manière différente. Chaque fois, on prend des risques. Le dire ne signifie pas nécessairement de l'alarmisme. Ce n'est pas un cri alarmiste.
Oui, nous prenons toujours des risques, mais il y a des risques qui valent la peine d'être pris. C'est ce que je peux dire en attendant. Alors, 2021, la présidentielle de 2021, l'issue de cette présidentielle 2021, en termes d'élections apaisées, quel regard portez-vous, professeur, en tant que citoyen de la diaspora et observateur de tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il y a eu tout ce que nous vivons actuellement, parce que nous sommes actuellement dans la période préélectorale. Parce que les tensions, on peut les vivre à 3 étapes, n'est-ce pas? On peut vivre les tensions à la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. Nous sommes actuellement encore dans la période préélectorale. Quel sentiment avez-vous sur le processus qui est déjà en branle jusqu'à aujourd'hui, professeur Balobi? Merci, Vital. Qu'il te souvienne qu'il y a 5 ans, je t'avais reçu dans mon bureau quand j'étais chef de département à l'Université de Shaw en Caroline du Nord. Exact. Et nous avons traité de questions relatives à la démocratie dans notre pays, notre patrie commune, le Bénin. Et c'était avant les élections. On n'était pas loin. Et nous avons ensemble passé en revue les définitions les plus scientifiques possibles, n'est-ce pas, de ce que c'est que la démocratie, les conditions qu'il fallait réunir et tout ce qu'il fallait faire pour que, enfin, on fasse mieux. Je crois que nous l'avons dit. Et chaque peuple veut toujours aller de l'avant. La démocratie, elle est très fragile, comme tu as donné le quart de ce qui s'est passé ici aux États-Unis. Leur démocratie est plus vieille de plus de 200 ans. L'épreuve, jusqu'à hier, avec la conclusion des travaux du Sénat, qui n'a pas pu donc sanctionner le président Trump, ils ont tiré quand même de leçons pour dire c'est la preuve que la démocratie est toujours fragile et qu'il faut tout faire et pour le garder comme un neuf parce qu'on en a besoin. C'est là le cas. Je crois que nos pays africains, et plus précisément le Bénin, ne peut pas se soustraire à la règle. J'ai des appréhensions, beaucoup d'appréhensions d'ailleurs, il faut être honnête, mais au même moment, je me dis, comme, n'est-ce pas, un bon croyant musulman que je suis, qu'Allah, il est grand. Dieu, il est grand. Il faut tout remettre dans la main de Dieu. Mais tout remettre dans la main de Dieu, ça commence par les hommes. C'est nous qui devons faire donc la volonté de Dieu à travers nos prières en écoutant Dieu. Donc j'ai l'espoir qu'on s'en sortira si nous véritablement tirons leçon de toutes nos erreurs, de toutes nos errances. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé le 1er mai. Les affrontements sanglants de Tchaourou, de Kilibo, de Banté. Et surtout, ce qui me marque le plus, c'est la dame Amosso. Parce que je ne peux pas supporter de voir cette image. Personne d'ailleurs, que ça soit de l'opposition ou de la mouvance, personne. Notre père de la nation, le président Talon, lui-même, il souffre dans son âme. Moi, je peux l'imaginer. Je peux l'imaginer. Je ne parle pas pour lui, mais je suppose, comme il a le cœur dans la poitrine, il doit être en train de souffrir, en train de chercher les voies et moyens pour que on dise effectivement plus jamais cela. Mais lui seul ne peut pas le savoir. Lui seul, il peut vouloir, il peut penser, il peut avoir des sentiments. Lui seul ne peut pas le faire. Nous avons besoin de l'aider. Nous avons besoin de l'aider. Nous lui avons remis le pouvoir, il a tout le pouvoir. On dit, il est vrai, le peuple est souverain. Mais bon, comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment est-ce qu'on peut l'aider, professeur? Comment est-ce que concrètement nous pouvons l'aider? Nous pouvons l'aider. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des voix alarmistes qui
quand même ont tenté d'attirer son attention sur un certain nombre de comportements, un certain nombre de faits, un certain nombre de dispositions ou de lois considérées comme étant des dispositions chrysogènes. Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'alerte à ce niveau? Ou est-ce qu'il y a un autre mécanisme pour pouvoir l'aider? Ce que nous faisons, par exemple, maintenant, ça participe de l'aide qu'on peut apporter au président et qu'il écoute tout le monde, qu'il entende tout ce que nous faisons, que nous disons et qu'il tamise et qu'avec son entourage immédiat, que les gens placent devant. J'ose croire que c'est ce qu'ils ont et ils doivent, j'ose croire qu'eux-mêmes ils savent que c'est ça qu'ils doivent placer devant l'intérêt du peuple. Mais ce peuple dont nous parlons, nous l'avons toujours mal défini. C'est qui le peuple? La démocratie définie met donc le peuple à l'amont comme à l'aval. Il est acteur, il n'est pas participant, il n'est pas observateur. Puisque en dernier ressort, c'est son pouvoir, pour lui, par lui. Et si tel est le cas, est-ce que nous faisons, on n'est que des mandants? Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis porte-voix d'une idée, d'un mouvement, donc je dois respecter ce que ce mouvement-là signifie. Que veut le peuple? Il n'y a aucun peuple qui veuille la guerre tout le temps. Un peuple qui n'est pas armé, d'ailleurs. Au temps de l'indépendance, on s'est battu, contrairement donc, et je crois que l'Algérie doit être l'un des cas les plus rares où c'était sanglant. On voulait bien être indépendant. On ne s'est pas tué de gauche à droite. On nous a dit l'indépendance nous a été donnée, mais au fait, on a lutté, mais on n'a pas lutté avec des armes. Maintenant que nous sommes nous-mêmes, nous avons besoin de changements radicaux. Et tu dois comprendre qu'à partir donc de l'indépendance, même les noms qu'on donnait aux partis politiques, quand on dit Abrodé, Baïdia, Ouaguédé et tout ça, et on est arrivé à NCC, franciser notre cause commune, on a dit ensemble, ça veut dire que le vivre ensemble est toujours là. La souveraineté est toujours là pour le peuple et le peuple profond. Mais ce qui s'est passé, malheureusement, c'est qu'au fil des années, l'élite que nous sommes avons récupéré la démocratie, avons donc pensé qu'on pouvait, au nom donc de la délégation de pouvoir, confisquer la démocratie. Nous avons confisqué la démocratie dans un système qui n'est pas du tout africain, qui n'est pas le nôtre. Et c'est ce paradigme qu'il faut changer. Nous devons changer définitivement ce paradigme. Tant que nous ne le faisons pas, comme je le dis, on peut changer les humains. Les humains vont faire et nous allons donc les apprécier pour dire celui-ci était bien, celui-ci a été moins bien, etc. Mais est-ce que le peuple, effectivement, bénéficie de ce que nous faisons? Je crois que nous sommes coupables, nous devons le reconnaître, et la mouvance et l'opposition, nous sommes tous coupables. Nous devons réfléchir à une alternative et non une alternance. Qu'ils te souviennent, en 2018 déjà, comme tu lis beaucoup les journaux, j'ai commencé à écrire et à parler de la nécessité d'aller à une nouvelle conférence nationale parce qu'on approchait déjà les 30 ans. Il fallait retourner là. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des crises pour retourner. Ce n'est pas parce qu'il y avait des crises, mais j'avais estimé qu'il était temps que non seulement on puisse se retrouver, mais pour discuter des questions fondamentales, des problèmes réels qui se retrouvent dans notre Constitution. Parce qu'en son temps, l'objectif premier ou central des conférenciers au moment de la conférence donc, des forces vives de la nation était plus politique que tout autre. Était beaucoup plus politique. Donc, l'accent était suffisamment mis sur la conférence, sur la Constitution, j'allais dire. Et comme Kérékou le disait, ça a été taillé à ma mesure, moi, et j'ai voulu tester. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que l'on puisse continuer comme ça sans voir véritablement si cette Constitution-là nous donne la force, nous donne les moyens, nous libère et crée
le cadre qu'il faut pour que la démocratie puisse rayonner, c'est-à-dire cette pépinière que nous allons ensemble arroser. Le mot magique est le consensus. Et la conférence nationale est emblématique de cela. Le consensus national. Quelles que soient nos différences, nos opinions, n'est-ce pas, contradictoires, c'est de la contradiction d'ailleurs, comme le disent les choses, que jaillit ce qu'il y a de mieux pour la majorité. C'est comme ça. Alors, on a besoin, pas nécessairement des hommes forts, mais des institutions fortes. Mais qu'est-ce qui donne la force à une institution? Que ce soit l'exécutif, le judiciaire ou le législatif, je crois que c'est les lois. Les lois que nous avons, nous sommes nous-mêmes dotés. C'est très important. Au niveau des lois, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas faire des calculs partisans. Il ne faut pas penser à son ego. Il ne faut pas penser à dans 5 ans, je vais être président et si je me retrouvais ici, il faut constamment, sinon, tout le temps penser au peuple. Parce que c'est sa misère que nous voulons réduire, pour sinon éliminer. Il y a de cela 5 ans, disons pratiquement 6 ans, pour le professeur Diogbenou, qui est d'ailleurs l'actuel président de la Cour constitutionnelle du Bénin, disait, je cite, le Bénin n'a pas un problème de texte, le Bénin n'a pas un problème de loi. Le problème, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains. Et par rapport à ce que vous venez de dire, et l'adage qui dit les textes ne valent que ce que valent les hommes, est-ce que le problème n'est pas un problème des hommes, des êtres humains? Parce que les lois, on peut toujours les interpréter à sa guise, à son bénéfice. Et là, je dis que c'est juste. Parce que quand nous parlons des lois, quels sont ceux qui composent ces lois? C'est les humains qui composent, qui établissent ces lois. Mais je m'offusque devant la réalité que ces mêmes personnes interprètent ces mêmes lois d'une époque à une autre. Enfin, je ne parlerai pas d'époque parce que oui, les conditions peuvent changer. D'une circonstance. Et si la loi est ambiguë, ça veut dire qu'on peut l'adapter, l'esprit, comme on le dit, l'esprit de la loi, l'esprit des textes, etc., à la réalité et non appliqué à la lettre, n'est-ce pas? Mais si on doit avoir, je crois que ceux qui écrivent nos textes, à partir de Hans Gleiler, n'est-ce pas, qui a proposé que les gens unanimement approuvés, et ça devient la loi fondamentale du pays à partir de cet éminent universitaire. Et je voudrais d'ailleurs, parlant d'université, je vais faire en sorte que je ne rentre pas dans l'académique et que j'enlève mon manteau d'universitaire pour parler afin que le peuple profond puisse comprendre si on devait traduire dans notre langue nationale. Nous avons d'éminents constitutionnalistes. Et là, c'est le droit. Et c'est une science. C'est une science. Et lorsque c'est la science, ça veut dire que l'interprétation, il est vrai, comme on dit, les mêmes causes, dans les mêmes conditions, vont produire les mêmes effets. Ça, c'est une formule scientifique. Ça, c'est clair. Ça veut dire que les textes que nous nous sommes donnés, si ce n'est pas copié, on a copié-collé de la France, de la Belgique, du Canada, si on a tenu compte des réalités de chez nous pour adapter cette science à nos réalités, eh bien, ça demeure une science adaptée à nos réalités que l'on ne peut pas s'amuser à interpréter comme A ou moins A selon les humeurs. On ne peut pas le faire. Je vais te donner l'exemple de la loi sur le parrainage. Est-ce que tout le monde comprend, effectivement? Est-ce que moi, j'ai comme l'impression que les députés, tous les députés ne comprenaient pas? J'avais comme l'impression, bien sûr, comme c'est au début, mais c'est eux qui ont voté la loi. On est allé à la Sénat,
Et j'ai ouï dire que la Sénat donnait une interprétation. Des gens, j'entends toujours les gens dire que, ben, au fait, quand il y a le duo, c'est une personne ou bien c'est le duo qui doit donner les 16, d'autres qui disent que c'est plutôt 32. Tout calcul fait, il y a combien de parrains si on doit avoir chaque candidat doit avoir au moins 16. En son temps, les gens qui donc l'expliquaient disaient qu'on pouvait avoir jusqu'à au moins peut-être 20 candidats. On avait prévu quelque chose de ce genre. Ça veut dire qu'il y avait autant de parrains à donner à tout le monde. Qui est-ce que les gens sont libres? Parce que c'est la dernière nouvelle. Et ça, c'est des audios, l'interview que tu as donné à ce député que moi j'ose appeler un vrai représentant du peuple. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la maîtrise, il n'a pas le doctorat ou bien il n'a pas le BPC. Il est sorti de son coin natal. Et la partie que j'ai aimée le plus, c'est lorsque tu lui as demandé de le dire, de dire quelque chose dans sa langue nationale. C'est ça le Bénin démocratique que je veux, dont je rêve, vital. Que ça retourne vers le peuple. Je crois qu'on n'a pas encore perdu. On est sur les rails, mais ces rails, nous devons les ajuster. Nous devons vraiment les ajuster. On doit avoir le courage de les ajuster. Et lorsque nous commettons des erreurs, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, on doit avoir le courage comme ce jeune qui a dit, j'ai cru qu'on était libre de, il a dit ce qu'il a dit. Si cela s'avérait, donc si cela est avéré, ça veut dire si c'est fondé, c'est juste ce qu'il dit. Et moi, je trouve toujours, comme la loi ici, tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'on puisse établir leur culpabilité. Nous avons la jugeote. Que des gens aillent ou avec duo, alors qu'ils contestent la loi, qu'ils donnent caution en disant, on sait véritablement qu'on n'allait pas avoir. On a demandé, on ne nous a pas donné. Et aujourd'hui, il y a tout ce cafouillage, je crois qu'il y a problème. Je ne donne pas de leçons au père de la nation, mais face à tout cela, parce que je sais que le président ne peut pas tout savoir. Je sais qu'on peut être ami, on peut être très proche du président et ne pas toujours lui dire ce qui est vrai. Le président doit être très vigilant pour comprendre ce qui se passe. J'ai vu, j'ai suivi à la télé, dans le domaine de l'éducation, le problème des aspirants. Le président a eu donc l'honnêteté, le courage et l'amour de faire venir tous les représentants, les porte-parole de ces aspirants ou des syndicats de ces enseignants-là. Et il les a écoutés. Et les ministres étaient assis. On disait certaines choses et puis ils disaient, ah bon? Et ils regardaient. Par exemple, les ministres, je ne veux en accuser personne. Ça, c'est dans mon domaine, le domaine de l'éducation. Ces problèmes continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ça, c'est mon domaine. J'entends beaucoup de choses. Alors, ça m'a donné, donc, ça m'a laissé croire que, effectivement, on est chef, mais on ne peut pas tout entendre, on ne peut pas tout voir, surtout si on ne vous fait pas des fiches sur ce qui est essentiel quand il s'agit de se prononcer en tant que père de la nation. Mais pour, n'est-ce pas, ne pas aller loin, je continue de dire, dans cette situation donc de crise, je ne dirais pas on est à la croisée des chemins, mais on est dans une situation de trouble où il y a mensonge, il y a vérité, et c'est difficile de faire la part des choses. Dans des conditions comme ça, je crois que le temps est venu que le chef de l'État, le père de la nation, prenne son courage à deux mains, qu'il assume ses responsabilités de père de la nation. Alors, vous, au niveau du mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez voulu être optimiste, hein, pour ne pas accepter ou ne pas admettre que nous sommes à la croisée des chemins.
Que propose réellement alors votre mouvement, d'accord, dans cette situation aujourd'hui, celle que nous vivons aujourd'hui, par exemple? Ce que nous avons proposé hier, ce à quoi nous avons pensé hier, que nous pensons toujours aujourd'hui, mais de façon quand même modifiée. J'estime que ce serait pas, je ne dirais pas que c'est impossible, mais ce serait difficile, ce serait un peu problématique de convoquer une conférence nationale à l'instar de celle de 1989, de février 89, qui a débouché sur la Constitution de 1990. Mais je sais qu'une chose peut se faire. Une chose peut se faire. Oui. Et la chose qui peut se faire, c'est que les gens cessent d'insulter, que les gens cessent de monter le ton et de donner des injonctions à quelqu'un qui a le pouvoir et tout le pouvoir en main pour représenter un peuple souverain. Donc, en quelque sorte, cesser de provoquer. Cesser de provoquer. Et que ceux aussi qui donnent des conseils au président, ceux qui sont autour, qui font de la communication autour du président, calculent les mots qu'ils utilisent et que leurs termes soient toujours des termes protégés. Le langage qu'ils utilisent soit un langage protégé par la loi, c'est-à-dire la liberté d'expression. La liberté d'expression ne veut pas dire, même sans l'éthique, même sans la déontologie, même sans le minimum respect. Parce que dans nos cultures vitales, retournant dans nos villages, si nos villages étaient gérés démocratiquement, j'allais dire, on peut parler de, bon, c'est clanique, et puis c'est tel groupe ethnique, etc. Chez moi, à Kéré, ou bien d'Assa en général, on va dire que c'est les Omondjagou qui peuvent être chefs traditionnels. Mais le chef traditionnel sont toujours des représentants des autres ethnies, et c'est ceux-là qui sont ses conseillers. Et c'est ça que, n'est-ce pas, nous devons rechercher. On fait un gouvernement d'union nationale, je ne dis pas qu'il faille faire des quotas par département, etc. Il faut toujours tenir compte de la compétence. Mais il faut vraiment faire un gouvernement d'union nationale. Et aussi, l'Assemblée doit refléter les mêmes choses. Ça c'est pour prochainement. Parce que pour moi, maintenant, c'est une transition. Quels que soient les résultats que nous allons avoir, je prie pour que ce ne soit pas sanglant, que quelqu'un sorte des urnes et que, n'est-ce pas, une ère, une œuvre nouvelle commence. Le mot rupture n'a jamais gêné personne parce que c'est depuis le début, on a changé simplement, on a utilisé seulement des synonymes. Moi, avant qu'on ne parle de rupture de façon officielle, j'ai entendu ça la première fois et j'ai lu ça d'un ami à Gon-Valentin. Il a été parmi les tout premiers à parler de rupture. Ben, tu sais, on a parlé de changement, on a parlé de refondation, donc on est dans la dynamique de changement, de rupture. Ce qui veut dire que nous savons que rien n'est statique, que tout est dynamique. Mais dans ce dynamisme-là, ça veut dire qu'il faut aller de mieux en mieux. Le président Talon a dit encore, ensemble, nous sommes capables de mieux faire. Il a dit ensemble. Encore faudrait-il qu'on soit ensemble, malgré nos divergences de point de vue, qu'on songe et qu'on prenne, qu'on mette au devant, n'est-ce pas, de tout, l'intérêt national, l'unité nationale. Il ne faut pas qu'elle soit menacée, quelles que soient nos divergences de point de vue. Et tout se règle toujours dans la non-violence. Dans la non-violence. Je ne veux pas qu'on tire, je ne veux pas qu'on casse, parce que vous pouvez mettre des sparadraps, coller votre bouche si vous avez l'autorisation et marcher. Si la loi permet que vous le fassiez cela, et n'est-ce pas, de 8 h du matin à 16 h ou à 20 h, vous voulez le faire, vous avez le droit de le faire. Mais ça fait partie c'est la manifestation de la démocratie. Et nous allons tout faire dans les règles de l'art. D'un côté comme de l'autre, nous allons penser, n'est-ce pas, à ce que nous disons. Il faut savoir dire ce que l'on dit. Il faut savoir ce que veut vraiment le peuple et le vrai peuple et non les élites, les intellectuels que nous sommes. Je te donne cet exemple. Notre pays aurait été plus démocratisé qu'il ne l'est aujourd'hui si
dès 1960, nous avons compris qu'il ne fallait pas attendre que le FMI vienne nous imposer l'ajustement structurel, auquel le président Soglo, vaillamment d'ailleurs, a présidé. Il a fait de son mieux, malheureusement, je crois. Les gens peuvent lui trouver des erreurs, on peut lui trouver ceci. D'ailleurs, au Bénin, nous ne votons jamais pour quelque chose, nous votons toujours contre. Et on rejette toujours. Donc ça, c'est mon appréciation de cela. En ce moment déjà, on pouvait dire, voilà ce que nous avons comme pays depuis 1960. Qu'est-ce qu'il faut faire? Adapter tout ce qui s'appelle démocratie à nos réalités. Il ne suffit pas de balayer la maison. Est-ce que nous avons même balayé? On n'a même pas balayé. On n'a même pas changé les meubles. On s'est assis et puis ça y est, on a commencé. Vous voyez? Ce n'est pas de ça que les Nkrumah parlaient. Ce n'est pas de ça que les Aimé Césaire parlaient. Ils parlaient de nous redécouvrir nous-mêmes et d'aller, n'est-ce pas, aller puiser dans ce que nous avons de mieux. Parce que tiens-toi tranquille, toutes ces personnalités, ces écrivains, ces scientifiques et consorts, dans tous les domaines possibles qu'on nous cite, tu vas dire qu'il n'y en a jamais eu en Afrique. Molière, La Fontaine, ce n'est pas des moralistes. On ne va pas trouver des moralistes chez nous dans fond, en goût. Il y en a. Les Baudelaire, il y en a chez nous. Mais ils ont dit ce qu'ils ont dit. Il y a certaines parties de ce qu'ils disent qui peuvent s'appliquer de façon universelle. Il y en a qui ne s'appliquent qu'à leur culture. Voilà des choses qu'il fallait faire. Maintenant, nous allons, ça, la transition, nous allons en parler, on va engager le débat et je crois que progressivement, nous allons arriver là. Maintenant, ce qu'il faut faire. Et moi, je vais être franc. Les conditions actuelles, dans les conditions actuelles, je crois que la loi de parrainage a amené tout le cafouillage. S'il faut déballer tout sur le terrain, le temps de, donc, est-ce qu'il faut mettre une commission d'enquête pour vérifier comment cette histoire de parrainage, ça a montré simplement la limite de cette histoire de parrainage, bien que l'intention soit bonne. Parce qu'on ne peut pas avoir 200. Ils s'étaient tous entendus qu'il fallait une réforme du système partisan. Mais comment fallait-il le faire? Ils avaient peut-être une idée globale, mais les détails, ils n'ont pas eu peut-être la patience ou le courage d'affronter leurs idées pour harmoniser les points de vue. Et on en est arrivé à une situation où certains députés, je crois, en tout cas, j'ai l'exemple de celui-ci, Ahmed Tidjane, qui dit, c'est ce que j'avais compris. C'est ce que et c'est ce qu'on a dit. On a dit que les gens étaient libres. Étaient libres. Parfois, le président dit, je vais donner des instructions, etc. Ça prêtait à confusion. Les gens pensent que donc c'est lui qui doit donner des instructions avant que ça, alors qu'on dit que le truc est... Et puis aussi d'autres députés. J'ai entendu l'honorable Orden Aladatin. J'ai entendu dire que nous sommes les élus du peuple. Oui, quand tu es député à l'Assemblée nationale, tu es élu du peuple. D'accord? Mais lorsque vous dites que la loi du parrainage, c'est pour le présent, on ne va pas dire qu'on va l'appliquer dans l'esprit du futur. On ne va pas le dire qu'on va l'expliquer dans l'esprit du futur, même si aujourd'hui, là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, comment on l'applique là, ce n'est pas bon. On dit que oui, maintenant, ce n'est pas bon, mais à la longue, voici ce que ça va donner. Moi, je pense que ce raisonnement, je pense, hein, je ne suis pas plus intelligent que lui, mais je pense qu'un tel raisonnement, lorsque nous faisons quelque chose pour l'avenir, comme la constitution de plus de 200 ans, de la démocratie de plus de 200 ans ici, on pense mûrement, on mûrit suffisamment, on vulgarise, on agite ça partout. On ne se presse pas nécessairement. Et lorsqu'on est à l'étape d'expérimentation, on expérimente, on est beaucoup plus flexible. À l'étape d'expérimentation, on doit être flexible. Parce qu'on a vaccin aujourd'hui, ce n'est pas sorti du jour au lendemain. On a dû supplier les gens pour qu'ils prennent le risque de se faire inoculer
les germes de cette maladie-là dans leur corps. Donc, et on continue de faire la publicité pour encourager les gens. C'est très important. Donc, une loi qui est là pour rester, parce que c'est ce choix que nous avons fait, ce n'est pas pour un quinquennat. Mais on peut le faire pour un quinquennat et on dit, ah, c'est pas bon et on peut changer démocratiquement. Encore que si c'est tous les 5 ans, vous changez des lois comme ça veut dire que vous ne réfléchissez pas suffisamment. Je pense que l'esprit du parrainage, c'est bon, mais qu'on ne me cite pas la France, qu'on ne me cite pas la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, parce que bien que ce soit des pays, Côte d'Ivoire et Sénégal, des pays africains, n'ont pas les mêmes réalités que nous. Pourquoi ils n'ont pas inventé la conférence nationale? Nous réfléchissons autrement. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents, mais nous avons une histoire de Kaba, de Bioguera et consorts qu'ils n'ont pas. Donc, eux, ils pensent autrement. Il y a des gens qui ont appliqué ce que nous avons fait et qui ont échoué, qui n'ont pas réussi ça. Ça veut dire que notre pays a de spécificités, a cette spécificité dont nous devons toujours tenir compte. Donc, à l'étape actuelle, moi, je pense que cette loi, ça pose problème, ça pose vraiment problème. Si moi, j'étais chef d'État, je vais dire, comme c'est à l'étape d'expérimentation, eh bien, ne disons pas que nous rejetons nécessairement, mais il faut être flexible. Et la flexibilité, parce que comme Ronald Orden l'expliquait, il a dit qu'à la longue, c'est que seuls les partis pouvaient donner le parrainage et acquis aux gens de leur parti, que c'est l'esprit de la loi, ça. Et si c'est l'esprit de la loi, ça veut dire que nous sommes en train de violer cet esprit maintenant. C'est ce que ça signifie pour moi. Donc, c'est une violation, mais au même moment, ça répond à ce que j'appelle la flexibilité. D'accord? Et là, je les félicite d'être un peu flexible comme ça. Néanmoins, je crois que si on a dit ouvertement que les députés et les maires étaient libres de donner à qui ils voulaient, ça devait être parole d'honneur. Et qu'on ne nous dise pas dans les coulisses ou bien sur les télés et de façon ouverte maintenant que non, on nous a pris tous les trucs et puis que c'est le parti qui devait contrôler. Et Oden Aladin disait que oui, il fallait quand même faire les choses. On ne peut pas donner ça n'importe comment. C'est réel. Un parti ne peut pas parrainer des gens de l'opposition. Ça, c'est illogique. On comprend ça. Mais il ne faut pas dire, il faut expliquer alors comment ça va se faire. Moi, voici ce que moi j'aurais fait. Voici ce que j'aurais fait. S'il faut 16 parrains pour chaque candidat, parce qu'on est à l'étape de l'expérimentation et on sait qu'on doit être flexible et on sait que les partis n'en ont pas. Il n'y a que le BR et l'UP et FCBE n'a même pas les 16 ou 32 parrains. Si le minimum est 16, ce que j'aurais fait, c'est que la Sénat, n'est-ce pas, a le formulaire. Chaque parti, n'est-ce pas, si c'est le président du parti, va signer, on laisse les individus de côté. Les chefs de parti vont signer combien de partis il y a, combien de parrains ils ont, ils signent et on met tout ensemble au niveau de la Sénat. Et chaque candidat qui remplit les critères, et qui est issu d'un parti et qui est reconnu officiellement selon les tests, qui a récépissé, qui a tout ce qu'il faut, c'est à ceux-là qu'il faut donner 16. Parce que c'est de 16 seulement de 16 qu'on a besoin. Donne les 16. Et ça s'arrête là. Et nous allons librement dans la compétition pour que les gens n'aient pas d'argument. Parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Les gens ne veulent pas de parrainage, mais ils ont accepté le duo. Et on dit que c'est pour protester. Si vous voulez protester,
Vous n'allez pas de Dieu, vous ne vous présentez pas. Mais se présenter aussi sans Dieu et dire que c'est une protestation, c'est aussi légal. Je pense que c'est légal. C'est ça. Très bien. Donc, si je résume vos idées, votre mouvement propose quelques mécanismes assez simples pour aller à des élections apaisées, ne serait-ce que pour cette présidentielle, même si c'est vrai qu'on ne peut pas aller aux assises nationales aujourd'hui, il faut cesser de provoquer. Il faut cesser de provoquer. Il faut cesser de faire provoquer. attention, n'est-ce pas, aux expressions de communication. Oui. Et promouvoir la non-violence. Promouvoir la non-violence. Oui. C'est très important. Oui. On va faire une petite pause. D'accord. Ce serait une petite pause musicale. Et quand nous allons revenir, vous allez porter le message réel, n'est-ce pas, de votre mouvement à la nation béninoise. Cette petite pause musicale que nous allons faire, ce serait pour écouter un artiste béninois. Son nom, c'est Blekon Honoré. Hein, et il chante en langue nationale, Goun. J'espère que vous allez comprendre les thèmes, les expressions utilisées dans sa musique, dans cette chanson. J'estime que c'est une chanson qui cadre beaucoup avec le message que votre mouvement porte, le message que votre mouvement véhicule. Et je l'ai choisi donc pour cette capsule. Écoutons ensemble. Suivons. Merci bien. Suivez le rang, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est quoi? Je dis de lui, c'est Akuno e basi como na tigwe ton hutu ene manso jumbo mingo kan baba tolo jan e basi como na tigwe ton une ene manso jumbo mingo me bundo me de mando ko na me de ne no vi la ni ajan mano ayon mano be tome no vi we mi ton le ton Ayi balu polo enindo, no, big mo buku ene mazuno enindo kane. Trapolo pola sia lo pola weno yaga to mijilo. Adoninde, jale bo mapodo no zuto to. Ima enu doa, mele ma enu.
diketu eni gleblobo. Wami no kobo jiredo. Beneto chenanyo. Benevile uwe nasi. Milano sisi na Beneto. Ojiwana milano sisi kwa Milano sisi na Beneto. Yezenunde jona benevide benefiloni no wakodo sisiko yezeto gakunde na benevide me benefiloni no genko sisiko ajona ni mouvancier dale ni mouvancier. L'artiste Honoré Blefon, n'est-ce pas, qui, dans cette mélodie, vous avez certainement suivi. Mes excuses, professeur. Voilà, donc on revient ici après cet intermède musical, avec l'artiste Honoré Blefon, hein, sur Non-Vie qui veut dire frère, Oui. n'est-ce pas? Et vous avez certainement, même si vous n'avez pas compris la langue, je suppose, mais vous aviez vu le transcript, hein, qui s'affichait. Voilà, c'est votre tour. Honoré a passé son message. Lui, c'est un artiste. Il n'y a pas mieux que les artistes non plus pour passer des messages, hein, importants, surtout en cette période. Mais vous, en tant que porte-voix du mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation, je vais vous laisser délivrer votre message à la nation béninoise en français et en une langue de chez nous que vous aurez choisie. En m'adressant au peuple béninois, je crois que c'est avec tout le respect et la permission qu'on peut m'accorder, parce que qui suis-je pour m'adresser à toute la nation? Je ne peux pas me substituer au chef de l'État, mais c'est plutôt, je pense, je vais parler au chef de l'État et je vais parler à mes compatriotes, surtout les politiciens, les élites, les intellectuels. Aux élites, aux intellectuels, aux partisans, non partisans, je voudrais dire que ce pays est le seul que Dieu nous ait donné, le seul héritage commun, notre commune patrie. Elle doit rester une et indivisible. L'unité nationale est chère, ça ne s'achète pas, cela se fabrique. Il y a eu des avancées. Moi, je tire chapeau à la Révolution pour avoir au moins réussi cela. Aujourd'hui, qu'on soit du nord, du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest, on peut se sentir valablement au Bénin. Plaise au ciel qu'on ne connaisse pas de recul dans ce domaine. Les guerres fratricides, il n'y a rien de plus stupide qu'une guerre civile. Elle est dévastatrice. Nous n'en voulons pas. Et on a frôlé cela de quelques cheveux près. Jamais. Nous devons aller vers cet endroit. Je voudrais dire qu'on a besoin d'un îlot au milieu d'un vaste océan sans rive. C'est l'allégorie que je pourrais donner. On a besoin d'un îlot lorsqu'on navigue et surtout à vue dans un océan sans rive. Ne donnons pas l'impression que nous naviguons à vue parce qu'il y a un programme d'action du gouvernement. Mais cela doit changer. Cela doit changer pour que nous tous, nous puissions redéfinir la base sur laquelle chaque programme d'action gouvernementale doit être créé. Ça doit être sur la base, donc, je pense,
d'un programme national, programme de développement national. Où est-ce que nous voulons que le Bénin se retrouve dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, en 2050? Il faut que des think tanks, des groupes, des spécialistes et de tous les domaines, éducation, culture, communication, se retrouvent pour faire ce travail. Le gouvernement seul ne peut pas le faire. Mais il peut, n'est-ce pas, aider et susciter, encourager les gens. Et de façon formelle, on fasse quelque chose, sans nécessairement aller à une conférence nationale, qu'on commence dès maintenant. Sur cette base, lorsqu'on a ce plan dominant, le plan national, comme des ODD par exemple, n'est-ce pas? À chaque quinquennat, le parti qui brigue et qui se retrouve à la tête de la magistrature suprême pourra donc créer son programme d'action gouvernementale. Et ce parti au pouvoir, fût-il rouge, jaune ou bleu, va tenir compte donc des impératifs de la nation. C'est sur cette base qu'au bout donc de 5 ans, on pourra évaluer leur performance. Je crois que c'est une idée parmi tant d'autres. À présent, mettons la balle à terre. À présent, surveillons ce que nous disons et comment nous le disons, où nous le disons. Surveillons cela pour ne pas susciter la colère. Nous-mêmes, même si nous avons raison qu'on se met en colère, on risque de perdre la raison parce que, tenez-vous tranquille, ça part de la tête. Ce que vous pensez, eh bien, agit sur votre psychologie, c'est-à-dire sur votre attitude. Vous pensez négativement, vous pensez colère, vous aurez une attitude négative. Vous pensez positive, construction, c'est la nation. Vous pensez comme ça, construire. Lorsque vous pensez comme ça, votre attitude donc sera positive. Et l'attitude affecte donc le comportement. Donc des idées aux attitudes et des attitudes au comportement, c'est-à-dire ce que nous disons, ce que nous faisons. Pour non-linguistes, les mots sont très chers, les mots ont leur valeur et n'ont de sens que dans le contexte qu'on leur crée. Je crois que c'est très important. Nous traversons une période. Ce n'est pas parce que c'est la période électorale, mais dans l'histoire politique du pays, nous sommes dans une phase ou une période transitoire. Nous devons tout faire pour gagner le pari. Mettons la balle à terre et faisons ce que nous devons faire. Élite intellectuelle, je nous en prie. Parce qu'en réalité, il y a près de 80% de nos populations qui ne savent ni lire ni écrire le français. Cependant, nos textes fondamentaux, à l'article 1er, alinéa peut-être 1er, le français est notre langue officielle. Pensons-y, réfléchissons à cela. Commençons à réfléchir à partir de ça pour changer véritablement la donne et que le pouvoir véritablement aille vers le peuple profond qui a parlé comme l'honorable Ahmed Tidjane. Il représente le peuple. Il n'a pas besoin d'un doctorat. Depuis 1990, si nous avons raté de 60 à 90, de 1990 à ce jour, notre constitution, fût-elle en français ou en chinois, on aurait pu commencer déjà à traduire dans nos langues nationales et commencer à vulgariser le contenu de cette loi fondamentale. Même si c'était un chapitre, un alinéa par semaine, la radio nationale, la radio, donc la télé nationale, on pourrait réserver une émission et les radios privées pourraient assister dans ce sens pour la vulgarisation du contenu de cette loi fondamentale que nous nous sommes donnée librement. Elle est modifiée, nous faisons la même chose, jusqu'à ce que cette loi fondamentale soit écrite prioritairement dans nos langues nationales. Et on n'aura qu'une version française, une version anglaise ou chinoise pour peut-être donc les ambassades, les représentations diplomatiques. Je crois que c'est dans ce sens que nous devons aller.
Je ne donne pas de conseils, c'est juste une pensée et mon attitude est non partisane, mais je ne suis pas neutre, je ne suis pas apolitique. Comment puis-je être apolitique? Lorsque la politique, c'est la gestion de la cité. Si vous ne faites pas la politique vous fera, vous allez subir. C'est comme si vous refusez d'aller voter, eh bien, quand on va voter, une fois que c'est voté, que ce soit la loi ou bien une élection, eh bien, ça vous concerne, vous consommez. Donc, vous êtes obligé d'apporter. C'est d'ailleurs pas, c'est une obligation morale, une obligation civique que d'apporter sa contribution. Je voudrais dire, en dernier ressort, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes le père de la nation. On vous a confié le pouvoir. Le peuple souverain vous a choisi près de 65% pour que vous dirigez ce pays. La branche ne se cassera pas dans la main de caméléon, disait le feu président Seglou. C'est valable pour chaque dirigeant que nous avons. Fut-il bon ou mauvais, lorsque nous l'avons élu démocratiquement, nous devons prier pour qu'il puisse faire son quinquennat. S'il est méritant, eh bien, le peuple souverainement lui confie un autre mandat. Président, vous avez le mot magique vous revient. Le mot magique vous revient. Ce n'est peut-être pas à la télé ou ici qu'il faut le dire, mais je suis obligé de le dire. Pensez à cela. Les gens qui ont été traduits devant les cours, devant les tribunaux, ont été jugés et condamnés. Graciez-leur. Vous avez la magie de la grâce présidentielle. Le peuple vous l'a confié. Le peuple vous a honoré en vous confiant ce pouvoir. Ce n'est pas qu'en tant qu'individu physique. Monsieur Athanase Guillaume Talon, non. Vous êtes désormais une icône. Vous êtes une personnalité morale. Vous représentez le peuple. Vous êtes le président de tous les Béninois. Graciez tout cela. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous prions pour que Dieu vous parle et que le moment venu, le moment opportun, Dieu vous dira quand il faut le faire. Et vous le ferez, je prie, au temps opportun. Et quand vous aurez fait cela, je voudrais que la loi du parrainage, s'il ne peut pas être éliminée, ce sera très flexible, de manière à ce que si tous les 20 candidats veulent donc se conformer par rapport à la version flexible à laquelle votre entourage et vous-même vous allez réfléchir, j'espère que ça plaira au peuple tout profond, le plus profond. Ça lui plaira, mais ce n'est pas nécessairement pour plaire, c'est pour faire justice. En ce sens qu'à l'étape actuelle, les interprétations, l'applicabilité, à mon avis, posent problème. J'écoute les ténors donc, des partis politiques, j'écoute les ténors de la société civile, le peuple, il semble qu'il y a quand même problème. Et les problèmes, c'est de tous les côtés. Je vous prie, Monsieur le Président, une fois encore, de la flexibilité à ce niveau. Si les 20 pouvaient, on peut apporter une loi rectificative. C'est pas la Sénat a fait, c'est terminé. On peut le faire, nous pouvons le faire. Si c'est ça qui va nous donner la paix, nous pouvons le faire. C'est flexible. Et que les 20, n'est-ce pas, constituent leur dossier. Et que sur cette nouvelle base, n'est-ce pas, on puisse voir qui véritablement peut aller en tant que candidat et pour qui on va voter. Par le passé, on a retenu plus de 20. Donc, si on est à 20 aujourd'hui, je crois que c'est de grands efforts. C'est un grand pas. Et je suis sûr que même avec la flexibilité et la transparence totale, sans équipe, sans interprétation qui prête à équivoque,
et qu'il ne faut pas prêter flanc à l'opposition qui veut arracher le pouvoir. On ne dit pas toujours la vérité pour arracher le pouvoir. On use de tout. Les gens parlent déjà de chaos. Il ne faut pas qu'ils vous collent ça au dos pour qu'on dise que oui, on sait comment on a fait le chaos sous Yahi et qu'on est avec vous, on va faire la même chose pour vous. Non, je sais que vous êtes capable, n'est-ce pas, de briguer brillamment. Vous pouvez aller encore à 65, à 70. Nous avons vu. On a vu les gens. On a vu, on entend. Et là, c'est ça qui est réel. Eh bien, moi, je pense que ce serait bien. Le bon sens, c'est d'abord l'intelligence. Le bon sens, c'est l'intelligence. Et tout être intelligent. Et ce n'est pas un président qui ne peut pas être intelligent. Le bon sens ou le sens commun, c'est ce que nous avons aussi en commun. Réfléchissons autour de ce que nous avons en commun, qui est le pays, qui est l'amour pour cette patrie. Au nom donc du mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation, voilà l'objet, l'essentiel de ma lutte. J'ai commencé en tant qu'individu à écrire depuis 2018. Ensuite, j'ai pu rassembler d'autres mouvements pour la paix qui existaient et on a travaillé ensemble. Mais moi, je suis toujours dans cette dynamique avec les têtes couronnées qui ne veulent que la paix pour nous. Ils ne veulent que la paix, que la terre de leurs ancêtres ne soit pas souillée de sang d'animaux. On veut même éviter cela parce que l'ère moderne ne veut pas qu'on tue en désordre nos animaux. Nous pouvons adapter notre culture aux réalités des temps modernes et encore moins le sang humain. Je le dis parce que je le raconte toujours. J'étais encore enfant, adolescent. J'ai vu mon père se faire poignarder dans la nuque. Et cela m'a marqué, quand j'y pense. Et je dis, pourtant, est-ce qu'on en est encore là? Ça doit changer, ça peut changer. Vous faites des efforts. Vos intentions sont très bonnes. Les réformes, on en a besoin. De profondes réformes, ça s'impose. Et c'est ensemble, dans la contradiction de nos idées, que nous allons mener ces contradictions. Donc, nous allons mener ces réformes et les conduire à bout. Donc, pour me résumer, merci, Monsieur le Président, pour tout ce que vous faites au nom du pays. Réfléchissez un peu à ce que nous avons dit. Je parie que je ne suis pas le seul à vous l'avoir dit. Je parie que je ne suis pas le seul. Je parie que vous-même, vous y pensez. Et je prie, je continue de prier pour vous et pour la première dame, parce que c'est de votre famille qu'il s'agit. Personne morale aujourd'hui, vous allez devenir citoyen simple, personne physique. Que rien au monde de mal n'arrive à notre pays et à quelque personne physique que ce soit. Béni soit votre famille, béni soit le Bénin, béni soit le peuple, et que ces élections se conduisent dans la paix, dans la tranquillité, dans les règles de l'art que vous maîtrisez. Je vous remercie pour écouter la voix de la modeste personne que je suis. Professeur Désiré Baloubi, de l'Université de Norfolk State, dans l'État de la Virginie aux États-Unis. Je continuerai toujours par écrit, même après votre quinquennat, quand vous serez passé et qu'il y aura d'autres, je vais toujours continuer à prêcher la non-violence. Je suis dans le pays de Martin Luther King et je suis noir, donc noir américain. Je sais ce que nous vivons ici. Je sais ce que ça coûte. Quand on est violent contre des personnes et des noirs, mais que des noirs s'attaquent aux noirs dans un pays noir, c'est inimaginable pour quelqu'un comme moi, à qui le Bénin a tout donné, et je suis ici il y a plus d'un quart de siècle. Imbibé donc dans cette culture d'ici, je ne peux que prêcher comme je prêche. Je ne peux pas vous juger, je ne peux pas juger les opposants, je ne peux pas juger la mouvance. Ben, je crois avoir la liberté de dire ce qui est moralement
valable, acceptable selon les lois et des États-Unis et les lois de notre République. Je vous remercie. Omo iluma, omo lu Benin, omo dacha ibe tasiki Russia. Ako sepere chepe wa ko lepo epe Benin ko lepo epe bóyá gbìn chako fún lómi chako achako weje chako acho ako ori egi ako ori chara ako ori yan kamu so gba ako ori yan kamu chi oku e ako orepe yaka akamu chi epo ako ori ikuro e yaka akafo chikara mu chi epo akuyori egie chika kadeu ngomo ba ati che wodo nke musu dabi chi ka mu che so dabi ife o che yin chi oni yin ni chi oni iri ìlú Afenigbo epe ni ìlú Ayé epe tí oni ìgbàgbọ́ àtìrẹ cha po cha mu akemu awo agidi cha mu tun cha mu che na amu dana oye fe din oni gbàgbọ́ li nke Jésù won eko ja alalufa nje ni o me nkan na ja alalufa nkan mo na achi be ni epe ni ìlú Ayé ejare ako sepre chepe ako lepo ani democratie ani BR ani UPR anaka aka yan ogan ko mo chi ja ejare nwa jare echai that's why ani PDU ja ni UDD cho ni kere akote olo ko ja chenro akoyo gbalagba ko sa ko gba tan pe ka lo yin ni ka jin rere ni àsìkò ni ate a lo cha ti wu ja ni ko ton vo ko di ton vo àyípadà ti wá ojú àlà àti Mọ̀fẹ́nígbò ìṣà wà ṣé wà pàdé ṣà wà ṣé wà pàdé ṣà fún jalẹ̀ ara wọn ìjà kó tán ṣà àkójọ bọ́ọ̀lù wa wọ́yá lábẹ́gi lótútù àkójọ gùnbé àkójọ gẹ̀lẹ́dẹ́ ìjàre sùúrù ìjà kó mọ̀ gbé aṣọ kó mọ̀ gbé gbàgbọ́lá kún wọn bí mo wíwú ní gbà nkùsẹ̀ ní mo wíwú ní gbà níwọ̀n àwíyàn oyè lórúkọ Ọlọ́run yìí Daniel lórúkọ Ọlọ́run yìí Daniel Chisim lè Chachegu olímọ̀lé ní balùbíàn jẹ́ tí wọ́n wọ̀ ní báni mo ń gbàdúrà wọ́n gbàdúrà olímọ̀lé ìchàchégù wọn ọmọ olúbìàn ẹ̀kọ́jọ́ fún àwọn ẹbí tásí èrò sí ọ́ ẹ̀kọ́nà jí olímọ̀lé àmọ́ mọ̀ní pípọ̀ yín níjọ́ olímọ̀lé ẹ̀ àkókò fatia. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Kufaladun, la samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu wallahu akbar, la ilaha illallah. Vital, j'ai prié pour notre pays. J'ai parlé à notre peuple. J'ai parlé à nos ancêtres. J'ai parlé à notre président. C'est le rôle qui est le mien en tant que porte-parole du mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation. La lutte doit continuer. Mais quand nous disons lutte, ça ne veut pas dire affrontement. Ça veut dire les idées. Nous allons les émettre, nous allons écouter aussi les autres. Il faut avoir l'ouverture d'esprit, la tolérance, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les gens disent, mais ils ont quand même le droit et la liberté de dire ce qu'ils veulent dire. Parce que quand vous parlez plus que les autres, vous les comprenez moins. Parlons-nous, écoutons-nous pour construire le Bénin ensemble. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée. C'est vraiment de vous dire merci, professeur Balobi. Merci à vous et merci au mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation
pour ce message de paix, une exhortation de paix en ce moment critique où nous nous apprêtons à aller à une nouvelle consultation politique, c'est-à-dire l'élection présidentielle où nous allons devoir désigner ou élire le prochain président ou la prochaine présidente qui devra, n'est-ce pas, diriger les destinées de notre pays que nous aimons tous, notre pays, le Bénin. Merci encore une fois, professeur Balobi. Vous êtes un professeur à Norfolk State University, c'est dans l'État de la Virginie, aux États-Unis. Portez-vous bien. Merci d'avoir préparé cette capsule. À bientôt. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse, Vital. Amen. Ah.